Bonjour, ici Hélène Ioannidis, une nouvelle voix qui vient animer le podcast Euphonie. Chronique qui aborde l'écriture sous toutes ses formes, le podcast mensuel Euphonie est produit par l'agence de création de contenu Assonance. Récemment arrivée dans l'équipe de l'agence, j'ai l'immense honneur d'aborder un vaste sujet très intéressant. Et oui, présent épisode sera dédié à la calligraphie. Une approche qui se veut autant ancestrale, car c'est d'abord l'art d'écrire, qu'artistique, car c'est aussi une discipline, utilisé comme support de création pour des designers, mais aussi des graphistes ou des artistes. Ce podcast est l'occasion de confronter la pratique calligraphique au monde digital qui nous entoure et de questionner l'évolution d'une gestuelle qui exclut à l'origine tout élément numérique avec les nouveaux outils comme les réseaux sociaux, les tablettes graphiques et autres supports. Si j'adore écrire et ai eu quelques expériences en formation de l'aide calligraphique en 2013, il y a de ça 10 ans, je ne reste pas moins novice en la matière et trouvais cela important pour ce sujet technique de convier des spécialistes et des pratiquants de cet art. C'est pourquoi j'ai choisi d'inviter Clémence Cholet, calligraphe professionnelle, et Marilyn, une animatrice de communauté de calligraphes, pour prendre part à cet échange en évoquant leurs expériences et leurs points de vue sur la question. Mais commençons d'abord par définir l'objet de cet épisode. Qu'est-ce que la calligraphie ? La réponse sera complexe car il existe en vérité plusieurs calligraphies. Il existe d'ailleurs autant de calligraphies qu'il y a de civilisations dans le monde. Aux origines, étymologiquement, la calligraphie signifie la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient du grec ancien kalos, qui signifie beauté, et grapho, qui veut dire écrire. Précieuse technique ancestrale, la calligraphie fut la première méthode manuscrite inventée permettant aux hommes de communiquer entre eux à travers la réalisation de hiéroglyphes, de l'écriture arabe ou occidentale. L'ensemble des civilisations qui a pratiqué l'écriture a développé un art de la calligraphie. Mais certaines d'entre elles l'ont élevé à un statut spécial en fonction des contextes historiques ou philosophiques particuliers. Par ailleurs, la place de cet art en Asie a été très différente de sa place en Occident, puisque l'apprentissage de l'art du trait était à la base de la formation classique de peintre en Asie, dans des civilisations qui ne séparent pas la lettre et le dessin. Dans différentes civilisations orientales, la calligraphie fait carrément partie des sciences occultes, c'est-à-dire où la pensée, le pinceau, le trait et l'idée philosophique sont vraiment indissociables. Et en Occident, la calligraphie, c'est aussi l'art des moines copistes, ou ceux qui étaient chargés de la reproduction de documents écrits ou œuvres d'art, mais aussi des calligraphes chargés de contribuer au prestige de l'aristocratie. À cette époque, le travail des calligraphes était plus dans la recherche d'une exécution parfaite servant la gloire de leur commanditaire qu'une quête purement esthétique comme ça se veut plus aujourd'hui. Il y a eu donc à travers des civilisations complètement différentes des façons d'aborder des styles calligraphiques complètement variés. Bon, il y a eu la calligraphie latine qui est associée à l'histoire de l'écriture en Europe, avant et après l'utilisation de l'imprimerie, et qui se base sur l'alphabet latin des Romains. Il y a eu aussi la calligraphie extrême orientale qui est associée à l'ensemble des arts de la calligraphie et des caractères chinois. Et aussi, par exemple, la calligraphie arabe, tout ce qui a trait à l'utilisation de l'écriture comme un art, l'une des composantes vraiment les plus caractéristiques des arts de l'islam. Donc l'invention de la calligraphie moderne remonte finalement à l'époque du Moyen Âge, comme on peut l'entendre aujourd'hui, et oui, qui n'a jamais été fasciné par les longs manuscrits écrits à la main avec de grands caractères typographiques penchés. Aujourd'hui, elle est moins académique, on parle de lettering ou de calligraphie moderne. Les différents styles considérés aujourd'hui sont classifiés dans plusieurs catégories. En me penchant un peu sur le sujet, j'ai découvert l'existence de plusieurs techniques calligraphiques modernes, qui sont d'ailleurs très bien résumées dans des vidéos sur YouTube. En gros, il existe 3 catégories, 3 spécialités de techniques d'art de l'écriture. 1. La typographie. Premièrement, elle a pour but d'être reproduite. C'est une police de caractères qui peut être grasse, il y a des virgules, des chiffres et qui demande beaucoup de patience. C'est tout un art. Ensuite, on a le lettering. On parle de réaliser un lettrage. Il n'y a pas de règle ici, on construit de belles lettres selon son propre style et le champ des possibles est immense.
Néanmoins, c'est important d'avoir de bonnes bases en calligraphie pour avoir une liberté et une fluidité dans la formation des lettres. Comme outil, on se sert simplement d'un crayon, d'un stylo. Voilà, ça peut être assez simple. Ensuite, et dernièrement, il y a la calligraphie et ce qu'on appelle aussi le brush lettering. A contrario du lettering, la calligraphie consiste, elle, à écrire plus qu'à dessiner. Le point important de cette pratique, c'est que peu importe l'instrument que l'on utilise, le mot va s'écrire en une seule fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas lever l'instrument lorsque l'on écrit en calligraphie. Tout se fait en un seul trait. Là, on peut utiliser des instruments variés comme des pinceaux, des brush-pens, des stylos-plumes, voilà. Et pour le coup, sur la calligraphie, il y a des styles et des règles à connaître. C'est une technique qui se rapproche aussi du brush lettering parce que, comme pour la calligraphie, on ne lève pas le brush-pen lorsque l'on crée un mot ou une phrase. Et pour finir, les points communs entre la calligraphie et le lettering, c'est que les deux sont comparables dans le fait qu'elles sont uniques. On est dans la volonté de ne pas reproduire le même dessin ou le même mot à chaque fois, d'avoir un style propre au moment où on crée la lettre et les mots. Ces deux pratiques retransmettent donc un savoir-faire, que ce soit sur ordinateur ou sur papier. Et de manière générale, toutes ces catégories styles d'écriture, en fait, doivent être lisibles et dotées d'une certaine esthétique. Mais avant de s'attarder finalement sur la pratique de la calligraphie comme art et loisir, j'ai eu envie de rappeler aussi le contexte plus général de l'écriture. Et oui, parce qu'en 2023, est-ce qu'on écrit toujours? Comment écrit-on? Parce que oui, il existe encore des personnes qui écrivent leurs pensées sur des carnets plutôt que sur des notepads numériques. Et finalement, l'écriture manuscrite à l'ère digitale relève un vrai débat sous-jacent. De quelle façon continue-t-on d'apprendre à former et à écrire des lettres à l'heure où tout texte est numérisé? Doit-on continuer à écrire? Et à la question pourquoi apprend-on encore à écrire, ou pourquoi apprendre à écrire, l'éducation nationale répond: l'écriture n'est pas réductible à une simple technique, mais constitue un outil culturel, une manière d'être au monde, une manière de penser et de se penser, une forme de culture. Voilà une citation que j'ai trouvée sur le portail de l'éducation nationale. Et voilà ce qu'on peut lire donc dans un document officiel. Quand il s'agit de l'usage de l'écriture manuscrite, malgré l'évolution des technologies, rien n'est obsolète. Elle fait l'objet donc d'un usage constant dans le monde du travail, le quotidien, malgré les échanges plus conséquents sous forme de messages mail. De nombreuses études prouvent aussi que la capacité à écrire des lettres a un impact sur l'apprentissage de la reconnaissance des lettres. Donc, ça nous aiderait finalement à lire, à apprendre à lire. Et au-delà de la capacité à écrire, le plaisir de la calligraphie, c'est surtout l'amour pour l'écriture manuscrite. Sentir l'instrument d'écriture glisser sur le papier, former ses propres lettres, jouer avec les couleurs dessinées, adresser quelques mots à une personne qui nous est chère sur le papier. Et suite au constat que l'écriture aide, et c'est prouvé, à développer notre créativité, je me suis aussi posé bon nombre de questions au sujet de notre façon de former les lettres. Avoir une passion pour l'écriture peut facilement déboucher sur un goût pour la création de belles lettres et l'envie d'écrire de façon plus artistique. On peut s'interroger sur notre gestuelle, notre choix de support, notre attachement à l'instrument à plume, pinceau plutôt qu'au clavier. Mais alors, de quelle façon maintenir l'art de la calligraphie et l'écriture manuscrite aujourd'hui? Peut-on réinventer la gestuelle en se l'appropriant en parallèle de notre écriture digitale? L'écriture à la main, à contrario de l'écriture au clavier, est-ce que finalement nous permet de nous projeter autant d'idées dans la tête que lorsque l'on écrit sur un clavier? Le fait est que la possibilité de corriger en temps réel ces mots à travers un outil numérique pousse à écrire davantage, mais est-ce que ce contenu serait selon nous plus pertinent? Aujourd'hui, on parle d'art calligraphique en tant que profession, mais aussi comme moyen de provoquer une détente satisfaisante à l'image du coloriage du dessin. D'ailleurs, on se rappelle toutes et tous de la folie de la tendance du mandala, où il y avait une injonction carrément à apprécier colorier. Bref, vous l'aurez compris, la calligraphie est un puits de savoir-faire, de techniques culturelles et de façons d'écrire unique, mais aussi une passion qui s'entretient encore à l'ère du digital. Et dans cet épisode, on se questionne d'ailleurs sur l'intérêt des nouvelles technologies dans le développement de l'écriture manuscrite et du lettering. Mine de rien, Internet a eu un rôle très important dans la pratique, mais pour plusieurs raisons. On peut se poser, comme on se le disait tout à l'heure, plein de questions. Est-ce que la diffusion sur les plateformes nourrit la création calligraphique? Le fait de partager ce que l'on apprend alimente-t-il la connaissance collective? Est-ce qu'il y a un potentiel d'apprentissage et de découverte?
est-ce que l'on peut comparer finalement un tutoriel calligraphique à un tuto recette vegan et healthy de l'influenceur Jean-Baptiste dans le 9e arrondissement? Bref, tout un tas de questions foisonnantes que je vais aborder avec nos deux invités aujourd'hui. Bienvenue donc à Clémence Cholet et Marilyn. Tout d'abord, un grand merci à vous deux d'accepter d'intervenir dans cet épisode entièrement dédié à l'art de la calligraphie, aux arts de la calligraphie. Et je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs de Phonie rapidement chacune. Ok. Je commence. Eh ben, moi, je suis Marilyn, je fais de la calligraphie depuis bientôt 10 ans. Vraiment en mode amateur au début, et puis c'est devenu un peu plus professionnel par la suite. Et au milieu de tout ça, j'ai créé le compte Calligraphie GTV sur Instagram pour faire une communauté de calligraphes francophones, puisque la calligraphie, ça tourne beaucoup autour des Américains, des Anglais et très peu des Français. Donc j'ai créé cette communauté qui regroupe bientôt 900 personnes. Ça paraît peu, mais c'est déjà pas mal sur la France. Et puis voilà, de temps en temps, j'organise des réunions de calligraphes. On s'échange des infos entre pros, mais aussi entre amateurs. Donc voilà, c'est un peu ce qui me nourrit en ce moment. Pas financièrement, mais mais voilà, ça nourrit l'esprit et ça fait du bien. Voilà. Et donc moi je m'appelle Clémence, je suis je suis française mais je suis basée à Genève en Suisse et je suis calligraphe professionnellement depuis 2018. J'ai toujours adoré tout ce qui était travaux manuels, etc. Donc j'en ai beaucoup fait depuis que je suis toute petite. L'écriture a été l'un d'eux et puis petit à petit ça s'est développé en activité professionnelle depuis maintenant 5 ans. Ok, donc pratique personnelle et professionnelle, allier les deux. Donc tu pratiques aussi pour des grandes maisons de luxe, c'est ça, hein? Oui, je pratique essentiellement pour des grandes maisons de luxe. En fait, j'ai travaillé 10-15 ans dans le milieu du luxe et du coup, ça m'a amené aussi à travailler pour eux. Une fois que j'avais quitté ce secteur, je suis passée de l'autre côté, du côté prestataire et je travaille beaucoup pour eux aujourd'hui. Ok. Donc, toutes les deux, vous avez plus ou moins pratiqué. Nous, on a abordé dans le début du podcast les origines de la calligraphie, leurs évolutions, enfin les évolutions qu'elle a pu suivre, et la variété des styles de calligraphie qui existent aujourd'hui. Et là, j'aimerais vraiment qu'on échange autour des perspectives digitales de ces pratiques. Et pour commencer, donc, je voulais m'intéresser à vous, votre pratique, vos rituels personnels. Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous pratiquez la calligraphie de votre côté? Pour moi, ça, c'est plutôt pas numérique justement. J'ai essayé le numérique, mais je trouve que ça manque de, je sais pas. J'aime bien le papier, j'aime bien les stylos, j'aime bien quand ça. Donc je préfère la partie papier. J'ai essayé le numérique, mais je trouve que c'est un peu trop assisté et que ça manque de cet aspect fait main qui parfois n'est pas parfait. Donc, je préfère le côté à la main. Et ensuite, au niveau des pratiques, moi, je le fais souvent pour moi personnellement parce que je trouve que ça me libère l'esprit. C'est un peu méditatif de faire de la calligraphie. Donc, c'est plutôt un moment, une journée un peu trop chargée ou quoi, je vais prendre le stylo puis je vais écrire tous les mots qui me passent par la tête, des objets que je vois ou voilà, ça, cet aspect-là un peu méditatif et puis pour me recentrer aussi. Et puis après, quand on pratique d'une façon professionnelle, ben là, on répond aux exigences des clients. Donc, c'est moins fun, mais c'est une autre façon de l'aborder. Est-ce qu'il y a cette même part de liberté, de détente pour toi, Clémence, qui justement pratique pour des clients?
Je pense que c'est un petit peu il faut prendre la chose inversement, c'est-à-dire que moi, il faut d'abord que je sois descendue pour ensuite faire les commandes de mes clients, traiter leurs commandes. Si c'est l'inverse, ça ne marche pas. J'ai déjà essayé. Je suis énervée ou préoccupée, voilà, ça ne marche pas. Il y a des loupés tout de suite. Mais c'est quand même une forme de détente et de détente parfois forcée, entre guillemets, mais forcée de manière positive, puisque à la fin de la journée, je suis obligée voilà, de me poser pour faire ces commandes. Donc c'est quand même très agréable. J'y prends quand même énormément de plaisir. Après, moi, je travaille à 80%, on va dire, aussi avec une plume sur du papier, Ok. parfois avec des feutres et parfois avec un graveur pour faire de la gravure aussi sur verre, sur des flacons de parfum, par exemple. Mais le digital, ça me permet beaucoup de m'entraîner et de faire aussi mes brouillons et mes exemples pour des clients ou pour moi aussi. Donc, et c'est un outil très pratique à emmener en voyage. Je pense à mon iPad et à mon stylet. Donc ça, c'est vraiment une super invention qui permet aussi d'économiser du papier. Hein, on va pas, il faut bien le dire. Donc pour moi, c'est plutôt cet usage-là que j'en ai aujourd'hui. Donc, Même si si tu vois davantage. j'aimerais pousser cet usage et aller aussi vers le digital pour faire plus de choses. Mais voilà, c'est sur ma to-do list. Donc ça viendra, j'espère. C'est vrai pour le côté professionnel, le numérique, il a sa belle part, ouais, pour tout ça, ouais. Même pour montrer un projet sans forcément le finaliser, ça permet de donner plusieurs croquis aux clients ou autre chose comme ça, ouais. Exactement. Hmm. Est-ce que c'est aussi finalement une manière de s'initier le digital? Est-ce qu'on peut se lancer plus facilement, avoir des meilleures méthodes pour découvrir le lettering, selon vous? Je pense que c'est une manière, oui, ça peut être une manière de s'initier plus facilement. Le stylet, ça a quand même une approche, comment dire, un feeling qui est assez proche du stylo. C'est pas une plume ni un stylo, mais bon, ça a quand même un rendu sympa. Et en effet, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, Instagram, je pense que c'est une manière qui peut faire peut-être un peu moins peur que de prendre une plume pour s'y mettre, parce qu'une Ouais. plume, c'est quand même assez technique. Donc, Hmm. Il y a moi, ce j'entends côté-là, souvent, pouvoir effacer, voilà, sans raturer en fait, gommer, n'est-ce pas exactement? recommencer. Et j'entends souvent des gens qui me disent que ils ont acheté une plume et puis ils ont pas réussi à s'en servir, donc ils ont abandonné alors qu'ils voulaient se mettre à la donc, Retournement de situation. voilà, je pense que c'est plus facile en effet de commencer comme ça. Après, Mais moi, enfin, je sais que pour faire de la calligraphie moderne, où du coup, on va pas utiliser forcément une plume, on va utiliser des stylos brush, en fait, avec une pointe souple. Je pense que c'est un peu plus à la portée de tout le monde d'avoir ce genre d'outil dans la main parce que quand même plus pratique à appréhender qu'une plume, justement, où il faut doser l'encre, où il faut doser le papier, où on fait souvent des grosses tâches. Et voilà, il y a aussi cette pratique-là un peu plus accessible, je pense, avec d'autres outils. et le brush pen, c'est donc du coup c'est un feutre, Ouais. c'est ça, hein, plus qu'un stylo et ça permet de plus s'adapter, à un style en particulier ou c'est vraiment, en Je, général? je, enfin pour moi, qui ne fait pas de plumes, voire très peu, parce que justement, je trouve ça compliqué. Et donc, je suis plus sur du brush lettering où on a facilement du beau rendu rapidement. Donc, ça peut aussi être un premier pas vers la calligraphie parce que ça va être rapidement joli, on va réussir à faire des belles productions. Donc, ça peut donner envie d'aller pratiquer autre chose. Enfin, pour moi qui suis passée par là pour commencer, vous voyez, ce week-end, je pars à un stage de fracture, c'est une forme de calligraphie qui est un peu plus technique. Et je pense que j'aurais pas pu commencer par la fracture si j'avais pas avant appréhendé une forme de calligraphie un peu plus accessible. Donc la fracture qui, peut avoir un sens un peu, négatif quand on pense au poignet qui va dessiner. Là, c'est juste un style de calligraphie gothique, ça s'appelle la fracture, voilà. Et c'est fait avec une plume justement, mais je pense que je serais pas arrivée là sans être partie.
sans avoir commencé par une calligraphie un peu plus facile. Le broche pen, en fait, pour ceux qui connaissent pas vraiment ce que c'est donc un feutre avec une mine, un embout souple qui permet de faire des pleins et des déliés. Donc le principe de base un petit peu de la calligraphie. Et c'est vrai que d'utilisation, c'est beaucoup plus simple pour commencer, en effet, à s'initier à ça. Et donc, on parlait d'initiation justement. D'après vous, est-ce qu'il y a des qualités de prime abord à avoir pour se lancer et pratiquer bien la calligraphie, ou est-ce qu'il n'y en a pas, ou est-ce qu'on est libre? J'en ai deux, trois en tête, mais Marilyn. Vas-y Clémence, vas-y, je prendrai le relais. Alors, je pense qu'il faut être quand même patiente, qu'il faut une bonne dose de patience parce qu'il faut voilà, s'adapter à ces outils justement. Alors quand ils sont simples, ça va, mais même avec un brush pen, le papier peut ne pas correspondre, peut faire baver l'encre, peut trop absorber l'encre. Voilà, ça demande de la pratique, donc du temps, donc de la patience. Après, je pense que ça demande aussi de la rigueur et du détail. Pour ma part, en tout cas, comme je travaille avec beaucoup d'entreprises qui ont des standards assez élevés, il faut évidemment que le travail rendu soit beau. Et ça passe par évidemment une encre qui ne bave pas, un papier sans tache, une écriture droite. Ça paraît évident tout ça, et pourtant, ça l'est pas toujours. Et mine de rien, c'est à la racine du terme calligraphie, parce que calligraphie, c'est la belle écriture, puisque du coup, kalos, kali, c'est beau. Donc du coup, c'est hyper subjectif. En fait, on se dit, il faut que ce soit beau dans tous les cas. C'est un peu le principe de base de la calligraphie. C'est ça, c'est très subjectif, exactement. C'est exactement ça. Donc, certaines personnes trouveront ça très beau, d'autres trouveront ça moins beau. Voilà, il faut savoir naviguer entre tous ces avis. Ça reste de l'art en tout cas. C'est Donc bon. on Comme peut, c'était pour réagir à ce que disait Clément, c'est vrai qu'il faut de la patience, mais je pense que c'est comme toutes les pratiques qu'on peut avoir. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et aussi de dire à ceux qui voudraient tester que c'est pas parce qu'on écrit mal dans la vie qu'on va être un mauvais calligraphe. Parce que moi, pour le coup, j'écris très mal parce que j'écris vite, parce que voilà. Et c'est vrai que la calligraphie, elle nous impose, comme dit Clément, cette rigueur, etc. Et ça reste un exercice. Pour lequel on doit apprendre en fait, et c'est comme si on réapprenait à écrire en fait, et il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'on écrit mal dans la vie qu'on serait un mauvais calligraphe. Pour tous ceux qui ont envie de tester, allez-y. ça veut dire Souvent, qu'on peut avoir. souvent les gens disent je pourrais jamais écrire comme ça, Mm. j'ai une écriture tellement horrible, et en fait, non. Non, ça veut dire que derrière tout ça, on peut avoir plusieurs écritures. On peut avoir une écriture qu'on définit voilà, comme rapide, pas très travaillée, et puis après se concentrer. Et c'est la preuve tout le monde peut se concentrer et écrire. C'est le Mm. temps, c'est la patience aussi. Ça revient au sujet voilà, ce que vous disiez, vraiment les qualités à avoir aussi, la patience et la rigueur. Mm. Euh, et donc, vous parliez déjà du stylet tout à l'heure sur la tablette graphique. Est-ce que vous pensez que finalement il y a un rendu différent derrière ça si on utilise un stylet ou qu'on est sur le digital, ou est-ce que on a juste plus de liberté et plus de facilité à créer? Je pense qu'il y a un rendu différent parce que, en tout cas avec de l'encre, on a quand même l'encre qui apparaît sur le papier un petit peu en relief pour certaines encres. Donc oui, là, il y a une différence. Euh, Peut-être que ça se rapproche plus justement du brush lettering parce que j'ai l'impression que le rendu est plus proche de ça. Et pour plus de liberté, dans un sens, oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, la liberté de pouvoir faire ça où on veut déjà. Et puis, les possibilités sont énormes quand on touche au digital. Et puis il y a la liberté de pouvoir se tromper aussi avec le digital, parce que un petit coup de doigt, je crois, et puis ça efface ce qu'on vient de faire, et puis ouais, on gâche moins de papier, comme tu disais Clémence tout à l'heure, ou d'encre en tout cas.
Ouais. Et ça revient encore un peu à ce sujet-là, mais le fait quelqu'un qui se lance sur, en voyant une vidéo sur YouTube ou sur Instagram et qui se dit: «Bon, je vais suivre étape par étape, la vie d'un calligraphe pour faire, je sais pas, une phrase». Est-ce que vous pensez que c'est ces contenus-là qu'ont créé la communauté, ou la communauté de calligraphes était déjà présente et elle s'est réunie, enfin, c'est une question, c'est un débat sans fin, je pense, mais est-ce que vous pensez que ça a vraiment, développé la communauté, d'avoir ces outils de tutoriels, ces vidéos-là, ou est-ce que ça a développé les Ben, communautés? je pense que ben, Internet, dans tous les cas, il développe tout. Alors, il a développé ça aussi au milieu. Et c'est vrai que maintenant, on a des accès euh, à tous les contenus, qu'ils soient internationaux ou là, ici en France. De toute façon, même les choses à l'international, c'est traduit maintenant en français. Donc, vraiment, on a des ressources inépuisables, des livres par milliers. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de ressources et c'est tant mieux parce que ça, chacun y trouve son style, chacun y trouve sa ressource, des stages même en ligne maintenant, tout est possible, on n'a même plus besoin d'être réellement là physiquement, on peut échanger à distance et en vrai c'est super hein, quand Internet est utilisé de cette façon-là. C'est des milliards de ressources, Mm. et finalement, est-ce que, à votre échelle personnelle, vous qui avez commencé avant le digital, est-ce que vous vous êtes senti challengé à un moment dans vos créations? Est-ce que vous vous êtes dit: «Voilà, faut que je développe plus ce que je fais», ou «Faut que je travaille une technique, pour aller plus loin», ou est-ce que ça vous a conforté dans vos compétences? Euh, pour moi, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien à un moment aller plus loin au niveau digital et calligraphie pour proposer d'autres services. Euh, et puis à un moment, je me suis aussi dit, bon, bah, travaille aussi ce que tu sais faire aujourd'hui. Euh, Essaie d'améliorer encore et toujours ça. Et voilà, c'était un peu les deux. C'est bien de garder ce qu'on a pu créer au début pour se dire qu'on part de loin. Et, et c'est bien de voir aussi comment on évolue. Moi, je vois avec Instagram, je peux voir des posts de 5 6 ans. Je fais waouh! On me disait déjà que c'était beau. Et puis moi, je me dis, ah, mais non, c'est pas top. Et c'est bien de se voir évoluer comme ça et d'apprendre, pour ma part, plusieurs techniques. Parce que sinon, en fait, moi, je m'ennuie si je fais tout le temps la même chose. Donc, je trouve ça bien d'avoir accès à plusieurs techniques, à plusieurs outils même. C'est important tout ça. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Marilyn, tout à l'heure, c'est sûr que Instagram, Internet, tout ça, ça a permis permet de découvrir tellement d'autres calligraphes aussi, d'autres Mm. personnes qui font ça partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment une richesse incroyable de découvrir les outils aussi. Moi, je sais que quand j'ai commencé, bon, je connaissais deux, trois choses, mais pas loin de tout connaître. Donc, ça permet de chercher, de comparer des outils qu'on n'a pas encore pu acheter ou qu'on n'a pas encore envie d'acheter, Mmh. de savoir voilà, à quoi sert ci et ça. C'est dans ce sens-là que ça fait aussi avancer toute cette nouvelle technologie et ces réseaux et tout ça. Est-ce Mm. que vous avez des exemples là, de souvenirs de connexions avec, d'autres calligraphes, ou d'outils que vous avez découverts et qui vous a permis de créer quelque chose en particulier? Une idée en tête, un projet, qui a été monté? Moi, j'ai un outil qui me sert tous les jours, que j'ai découvert sur Internet. C'est un laser OK. pour écrire droit, en fait. C'est un laser, un petit laser que j'avais acheté en Australie chez une calligraphe qui faisait ça, qui le fait toujours d'ailleurs. Et je sais que maintenant, ça commence à se Mmh. démocratiser un petit peu chez les calligraphes, mais en tout cas, c'est un outil que j'ai découvert sur Internet et qui me sert tout le temps. OK, précédemment, c'était des règles, et du crayon pour, faire des Ça, cadres? soit tirer des lignes au crayon ou alors tenter d'écrire droit. Et bon, pas toujours. Une part d'humanité aussi derrière, de pas être tout le temps droit, quand on écrit. C'est finalement, mais c'est aussi l'exigence, donc finalement il y a. J'imagine que ça dépend des exigences de chacun. Moi, je sais que je peux pas rendre un travail quand c'est pas écrit droit.
Ouais, Il y en a sûrement qui l'information, ça sont fonctionne. plus tolérants envers eux-mêmes. Moi, je sais que je ne le suis pas. Puis il y a quand même des règles à respecter sur la calligraphie, même si elle est moderne, même si elle dépasse les lignes, elle suit quand même une ligne finalement. Donc en vrai, la ligne, elle est importante. On peut pas écrire n'importe comment. Il y a quand même un cadre. Exact. Mm. Toi, Marilyn, à l'échelle de ta communauté, est-ce que tu as un souvenir de peut-être une personne que tu aurais peut-être pas pris sous ton aile, mais que tu aurais rencontré et qui t'aurait marqué dans... Ouais, ben moi j'ai beaucoup de souvenirs avec la communauté des calligraphes parce que ça a démarré assez vite. On a rapidement eu envie de tous se rencontrer. Après, via le compte, ben, on s'échange beaucoup d'infos. Et ce qui est super, c'est que les pros et les amateurs communiquent. En fait, il n'y a vraiment pas de barrière de garder les infos pour soi ou quoi. On échange vraiment sur tout. Et ça, c'est super. Et j'ai pas d'exemple précis parce qu'il y en a tellement. Mais après, c'est vrai qu'avec les outils, on se pollue tous un peu. Tout à l'heure, Clémence, elle parlait de la graveuse pour les verres. Il y en a une qui l'a achetée et ça y est, on l'a toute, tu vois. C'est... Et puis après, il y a un peu des modes aussi. On va essayer telle encre et puis on va tous l'essayer. On va tous se faire un retour sur ça. Donc, ouais, il se passe plein de choses et c'est chouette. Et c'est quoi la mode en ce moment? Alors, Mais là, j'allais dire, c'est justement la gravure sur verre. On a beaucoup travaillé avec ça et notamment sur des animations qu'il y a pu avoir sur des grandes marques pour les parfums de luxe et on a pas mal travaillé avec eux dernièrement et du coup, ça a beaucoup tourné autour de la gravure. et tous ces leviers de communication, Instagram, YouTube, voilà, tous les réseaux qui peuvent exister, Ouais. euh, pour vous, c'est des leviers de communication, vous vous en servez vraiment pour partager vos créations, ou c'est uniquement pour communiquer avec d'autres, avec la communauté ou fournir du contenu à d'autres? Moi, Instagram, je m'en sers pour partager mon travail. Je suis pas très active, mais quand j'ai besoin de partager quelque chose, je le partage sur Instagram. Et ça va être des Pareil. partages ouais, de ça, de contenu. De contenu et puis vraiment de connaître, ça me permet de connaître voilà, plein d'autres calligraphes et ça, ne pas pouvoir les rencontrer de visu parce qu'ils sont partout dans le monde, je trouve ça vraiment super. Mm. On finit par tous se connaître finalement à la fin. Moi, Un j'ai petit 3 comptes Instagram. Mon compte Marie-Loups où je mets pareil mes créations. Et pareil, je suis pas très active dessus. Calligraphie GTV où bah, là un peu plus parce qu'il y a la communauté à faire vivre. Puis après, j'ai le compte professionnel où je partage, où je peux intervenir. Donc voilà, il y a un peu chacun son, son domaine. Et ces comptes-là, tu les as créés il y a combien de temps finalement? Ben, le premier, Marie-Loups, c'était quand j'ai commencé la calligraphie, donc ça devait être il y a 8 ou 10 ans maintenant. J'ai enlevé les vieilles publications et c'est dommage parce qu'on voyait un petit peu l'avancée du travail. Et puis Calligraphie GTV, ça fait 4 ans maintenant. Moi, je crois que ça fait 4 ans. Et l'autre compte professionnel, il existe depuis 2018 aussi, lui. Ok. Voilà. Et donc, du coup, vous avez tous vos projets en ce moment qui se développent. Est-ce que vous avez en ce moment des actualités à partager sur ça, sur ce que vous faites en ce moment? Bah, moi, ce week-end, tu vois, j'ai créé la Cali Réunion, ça s'appelle. On se retrouve toutes dans le Gers. Moi, je suis de Toulouse. Là, on est dans le Gers, donc c'est le département juste à côté. On est 10 calligraphes à se retrouver où on va faire le stage de fracture, justement, via la communauté Calligraphie GTV. Donc ça, c'est l'actu la plus récente. Ok. Et de mon côté, je continue de travailler pour les marques essentiellement ici à Genève et puis en Suisse aussi. Je pensais que l'été serait peut-être un peu calme et puis en fait pas vraiment, mais pour mon plus grand plaisir. Donc je vais notamment faire de la gravure sur verre cet été pour une marque et puis à la rentrée, j'espère pouvoir proposer des workshops. Ok. Voilà, ça, c'est En... chouette. Pour des séminaires, des entreprises, et puis à voir si après je peux faire ça aussi pour les particuliers.
Eh ben, très bien. Très belles actualités pour les calligraphes francophones que nous avons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à des ressources, je sais pas, littéraires ou multimédia qui vous ont inspiré dans votre parcours, site internet, tuto ou livres en fait, hein, peut-être même juste des livres. Il y en a un que j'aime beaucoup, le livre par une calligraphe italienne qui s'appelle Betty Soldi, euh, qui s'appelle Alors j'ai le titre en anglais, mais je crois qu'il Pas grave, on parle aussi anglais un peu. qui s'appelle Inkspired. Ok. Et c'est un livre où, au fil des pages, en fait, on travaille le fait de lâcher prise et de travailler son écriture. Et voilà, et c'est très bien fait. C'est un peu une parenthèse magique de livre. Je vous le conseille si jamais vous êtes intéressé par la calligraphie. C'est un beau cadeau à faire. Merci. Ah, il y a beaucoup de ressources. Je pense qu'il faut surtout les feuilleter, les livres, et puis voir celui qui nous parle le plus, parce que ça va dépendre de la technique qu'on veut approfondir ou autre. J'avais un livre là, mais j'ai oublié. Il y a toutes les ductus. Toi, tu dois le connaître, Clémence. Il y a tous les ductus dedans pour la calligraphie. Et je peux aller le chercher peut-être. Est-ce qu'on a 2 secondes ou c'est pas nécessaire? C'est possible, hein, oui. Tu Ouais. peux aller chercher, C'est juste que j'ai plus en tête là et que quand même c'est pour moi je dis c'est souvent c'est la Bible. C'est la C'était Bible, il faut avoir ce livre. c'était une question un petit peu spontanée, donc Ouais. C'est celui-là la calligraphie. C'est Julien Chazal, sûrement Clémence tu connais Julien Chazal parce que c'est celui-là là le livre la calligraphie. Donc oui. ça c'est le guide complet et dedans ben, il y a tous les ductus. Le ductus c'est comment on fait les lettres etc. Donc tout est noté dedans et vraiment c'est la Bible quoi. Vraiment. Je montre vite fait, mais ça explique vraiment tout ce qu'il peut y avoir en calligraphie. Et Ouais, voilà. elle est toute la Et belle ça, je pense que tous les calligraphes devaient avoir ça. la Bible. OK, très bien. Mm. Bon, en tout cas, à titre personnel, j'ai très envie de me mettre à la calligraphie maintenant. Fais-le. Merci pour, cette ouverture chez Euphonie, on est plutôt ravis. Merci beaucoup d'avoir échangé à ce sujet-là. J'espère que ça vous a peut-être un peu inspiré ou pas. En tout cas, vous a permis de partager vos ressentis sur le sujet. C'est toujours intéressant d'en parler et d'échanger autour de ça. Et puis, si toi, Hélène, tu veux commencer, eh ben vraiment fais-le parce que c'est une super activité. Bon, Mais merci beaucoup. ne commence pas par la plume, commence par Oui, un. c'est ça. Je pense que ouais, ça va être la première des notes qu'on va se mettre chez Euphonie à l'agence pour bien commencer. Merci beaucoup. Merci à toi.